Olivier Faure est avec nous sur ce plateau ce soir, ainsi que Marie-Claire Caïto pour la CGT. Bienvenue à tous les deux. D'abord, les images de la rue, de la France, cet après-midi, à tous les deux, 8e journée d'action. 18 000 manifestants à Paris selon la police, 100 000 selon Force ouvrière. Sur l'ensemble du pays, 153 000 manifestants selon les autorités, 300 000 d'après la CGT. Olivier Faure, c'est plutôt un nouveau souffle, plus de monde que jeudi dernier dans les rues. Je ne sais pas si vous pouvez dire que c'est un nouveau souffle. En fait, on est plutôt avec un mouvement qui se rétracte. Quand on voit les manifestations d'ampleur qu'il y a eu au début du mouvement, avec des manifs à 700 000, à 800 000 personnes, on est aujourd'hui sur une tendance qui est plutôt à l'essoufflement. Mais c'est mieux que la semaine dernière, en tout cas. Peut-être. Enfin, ces chiffres, de toute façon, ils sont contestés par tout le monde. Les uns disent plus, les autres disent moins. Finalement, ça a peu d'importance. Ce que l'on doit chercher, c'est effectivement à regarder ce qu'il reste à faire et qui est devant nous. Moi, je n'ai rien contre le droit de grève. Et je considère même que c'est le droit absolu des salariés que de se défendre dans des situations où ils sont face à une menace. Le problème aujourd'hui, c'est que le blocage du pays ne se justifie par rien. Parce que aujourd'hui, même cet article 2 dont on nous dit pique-pendre n'est absolument pas une menace pour les salariés. Alors c'est comme ça qu'ils l'interprètent, vous le savez très bien, c'est comme ça qu'ils le comprennent. J'entends tout à l'heure un cheminot qui n'est même pas concerné par la loi. Qui ne sont pas concernés par la loi, effectivement. Qui n'est même pas concerné par la loi, ni de près ni de loin. Et qui vient manifester. Et qui dit que désormais les patrons du CAC 40 pourront faire la loi dans les entreprises. Alors, au-delà du fait que, malheureusement, souvent les patrons du CAC 40 font déjà la loi dans leurs entreprises, cette loi ne va rien rajouter ni rien retirer aux patrons du CAC 40, en l'occurrence. Par contre, ça permettra aux syndicats de pouvoir négocier entreprise par entreprise et de le faire, cette fois-ci, avec une majorité absolue. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, non, mais je le dis parce que quand même, on parle toujours de la hiérarchie norme. Le principe de faveur, tel qu'on nous le dit, il est né dans les années 80 parce qu'il y avait un principe qui était simple. Il suffisait que vous ayez un syndicat parmi les 5 représentatifs pour pouvoir signer un accord et il était réputé majoritaire. Aujourd'hui, la règle, c'est 30%. Nous la montons à 50%. C'est dire que nous donnons au contraire du poids dans la négociation à ceux qui pèsent dans l'entreprise. Donc, je suis pas sûre que Marie-Claire Caïto l'entende de cette oreille, mais on va lui poser la question. C'est quand même la réalité du texte. Alors, Marie-Claire Caïto, d'abord vous étiez dans la rue, vous, cet après-midi. Juste évidemment, cette bataille des chiffres, elle est continue, on sait ça très bien. Mais est-ce que vous avez senti aujourd'hui que vous étiez suivi par la population, qu'il y avait de nouveau cet engagement, cette... Non mais c'est très clair. Et ça m'étonne pas du coup qu'on soit en cette situation de blocage, parce que j'ai l'impression qu'on a un gouvernement qui est hors sol. C'est très clair que la mobilisation ne s'essouffle pas du tout. Vous avez eu raison de dire en introduction qu'il y a au contraire un second souffle. Les mobilisations étaient importantes dans la rue, mais pas que dans la rue. Parce que si vous comptabilisez tout ce qui s'est passé sur les piquets de grève, enfin moi je vois, on pourra en parler dans notre profession, il s'est passé des choses, c'était extraordinaire, comme ce n'était pas passé depuis très longtemps. Donc la mobilisation... C'était plus d'1 million de personnes le 31 mars qui manifestaient. Mais là aujourd'hui, avec les actions de grève qui se sont passées partout dans le pays, les piquets de grève, nous par exemple, quand les gens ils sont grévistes et qui sont inquisitionnés sur les centrales nucléaires, ils sont pas dans la rue en train de manifester. Vous voyez, quand ils sont en train de faire des coupures, comme ça s'est passé dans les centres commerciaux, quand c'est passé sur le marché de Lille, voilà, eh bien ils sont pas non plus dans les manifestations. Donc il y a quand même une mobilisation qui s'amplifie, qui est soutenue massivement par la population. Quand même, je rappelle les chiffres du sondage. 7 Français sur 10 pensent que ce projet de loi est un mauvais projet. Alors on peut leur expliquer qu'ils ont même rien. les blocages, et même les blocages sont soutenus par l'opinion à 48%. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne m'étonne pas qu'il y ait un blocage parce qu'on a un gouvernement qui ne comprend pas. Alors justement, on va voir ce qui se passe dans le pays. Marie-Claire Caïto, on va voir ce que fait le gouvernement, ce qui se joue aujourd'hui, parce que Olivier Faure, on a entendu 2 sons de cloche. Manuel Valls ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, Michel Sapin également ministre des Finances. Manuel Valls, non, il n'y aura pas de retrait du texte, non, il n'y aura pas de retouche de l'article 2, et Michel Sapin qui dans le même temps sur une autre chaîne dit oui, on peut peut-être retoucher cet article 2. Qui il faut croire? Que doit-on comprendre? Mais ils disent la même chose en réalité, même si, parce que en fait, ce qu'il faut... Je suis pas sûr que ce soit compris comme ça. Ce qu'il faut réexpliquer, c'est que quand Manuel Valls est interrogé par Jean-Jacques Bourdin, il n'a pas entendu Michel Sapin, il est interrogé en direct sur la base d'une dépêche, et il répond comme ça, et il pense que Michel Sapin a dit autre chose que ce qu'il a dit lui-même. En réalité... Rien que ça, c'est problématique quand même. Non mais ça c'est la question, c'est le questionnement de Jean-Jacques Bourdin, et il répond à brûle pour point, mais ce qu'on entend chez l'un comme chez l'autre, c'est que sur l'esprit de l'article 2,
personne ne bougera parce que c'est effectivement la question du cœur de la loi. Est-ce qu'on peut négocier en ce pays entreprise par entreprise, ou est-ce qu'on considère que ça ne peut se faire qu'en haut, ou est-ce qu'on peut le faire aussi à l'endroit où ça se passe? Et puis ensuite, en revanche, s'il y a des malentendus qui subsistent, là effectivement on peut faire évoluer le texte, et le débat parlementaire n'est pas achevé. Sauf que vous savez très bien que c'est l'article 2 qui coince. Oui, mais même dans le cadre de l'article 2, on peut revenir sur un certain nombre de sujets, essayer d'expliquer, essayer de faire en sorte de lever les malentendus s'ils persistent. Mais de là à penser qu'on peut revenir sur l'idée même de faire en sorte que la négociation d'entreprise puisse se développer, la réponse c'est non. Alors, je vais avoir votre réaction à vous, Marie-Claire Cailleteau, sur ce qui se joue là en ce moment du côté du gouvernement, mais Anna Cabana, vous qui étiez au Proche-Orient avec Manuel Valls, vous qui le voyez évoluer là aujourd'hui avec ces enjeux autour de cet article 2, la cristallisation, ce texte, comment ça va se jouer? Mais en fait, il se passe quelque chose de passionnant. Regardez, c'est-à-dire que ce qui ne s'est pas passé avec la loi Macron, ça se passe sur la loi El Khomri. C'est-à-dire qu'il y a une cristallisation sur cette loi El Khomri qui a pourtant été vidée de beaucoup de sa substance. On peut en dire du bien ou du mal, mais je veux dire, elle a été largement amendée. Et cette loi El Khomri aujourd'hui, eh bien, c'est sur ce texte que se cristallise ce qui va être la recomposition de la gauche dans la perspective de la présidentielle. Et de ce point de vue-là, c'est-à-dire que quand Manuel Valls dit et redit, c'est un moment crucial, c'est un moment important, et que François Hollande emploie à peu près les mêmes choses. Alors, Valls le fait publiquement et Hollande en privé, ils disent qu'il y a une clarification, que c'est le prix à payer, ces tensions, pour que soit clarifié, c'est-à-dire qu'en fait qu'une différence se fasse entre une gauche dite responsable, une gauche qui réforme, et une gauche irresponsable dont ils vont essayer de montrer qu'elle est marginalisable. Mais jusqu'à mesure, jusqu'où? Mais alors, c'est-à-dire que l'idée précisément, c'est qu'il faudrait tenir jusqu'au bout, voilà, tenir jusqu'au bout tout en lâchant. Et en effet, si vous voulez, ce qui s'est passé avec Michel Sapin, Frédéric Espagnac, Bruno Le Roux hier, en fait, le rapporteur même ils ont parlé un peu trop vite et un tout petit peu trop loin, mais au fond, bien sûr qu'ils vont. C'est-à-dire qu'il faut pour Hollande et pour Valls que l'esprit, vous savez, l'esprit, c'est un grand mot, hein, l'esprit, la philosophie du texte et de ce fameux article 2 soit maintenue. Et en revanche, ils sont prêts à avoir des amendements, y compris sur l'article 2, pourvu, Nathalie, que l'esprit demeure. Mais vous voyez, c'est toute l'ambiguïté là. Subtilité. Et en même temps, il faut pas. L'objectif, c'est de surtout pas lâcher, parce qu'ils pensent, Valls et Hollande là-dessus, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, depuis maintenant l'avril 2014 que Valls est rentré comme Premier ministre. Mais ils sont sur une idée très simple, c'est que stratégiquement, les Français leur seront gré d'avoir eu une ligne cohérente et de ne pas avoir cédé. Et ils pensent qu'à la fin des fins, c'est ça, si vous voulez, ils seront payés pour avoir fait ça. Voilà. Alors, Marie-Claire Cailleteau, s'il y a des ajustements sur l'article 2, s'il y a des améliorations, si ça va dans votre sens, si ne serait-ce que Jean-Claude Martinez est reçu par François Hollande, parce que je crois que c'est ce qui se joue, on n'a pas encore de réponse officielle de François Hollande, Olivier Faure. On ne sait pas si François Hollande va... Au Japon, donc je ne sais pas... Évidemment, mais enfin quand même, non, vous avez des infos. Non, je ne sais pas. On ne sait pas. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir la porte à ce moment-là? Vous savez déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'on est 7 dans le mouvement. Et donc l'intersyndicale, à 7, a écrit depuis 8 jours à François Hollande pour demander à être reçue, et elle n'a pas de réponse. Bon. Donc ça, c'est déjà la première chose. Alors. Et aujourd'hui, je pense que moi, c'est plutôt le gouvernement qui a une attitude irresponsable. Alors je ne sais pas si les citoyens penseront que c'est bien qu'ils aient pas cédé, mais aujourd'hui quand même, ils pensent que la situation de blocage, la responsabilité, c'est le gouvernement. Hein. Dans les sondages, c'est ce qu'ils donnent. Parce que quand même, il faut revenir sur ce texte de loi, il faut revenir sur sa philosophie. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Non, mais si cet article 2 est ajusté, s'il y a des modifications, est-ce que vous acceptez de vous rasseoir à la table des négociations, oui ou non? Nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, la méthode est mauvaise. La CGT a découvert le texte dans le Parisien. Ça, on le sait depuis des semaines maintenant. Oui, non, mais quand même, il y a eu aucune concertation sur un texte de cette ampleur-là. Ok, donc ça, c'est fait. Non, mais c'est quand même très important. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Olivier Faure, alors c'est la réalité. Non, je ne peux pas vous laisser... Non, mais attendez, c'est la réalité. Nous avons découvert le texte dans le Parisien. Il n'y a eu aucune négociation. La CGT n'a pas été consultée. C'est un texte quand même important pour les salariés, pour les travailleurs. Donc il me semble, c'est pour ça, ça a été mal parti. Mais ça, si vous voulez, on en parle, Marie-Claire Cailleteau, depuis des semaines, effectivement, de cette absence de pédagogie, etc. Mais dites-moi si vous êtes prêt à vous rasseoir à la table des négociations, parce qu'aujourd'hui, il y a une discussion, il y a peut-être une porte qui s'ouvre avec Force ouvrière. Et vous savez très bien que... L'intersyndicale est soudée, il n'y a aucun problème. L'intersyndicale est soudée? Tout à fait, la réunion est presque terminée de l'intersyndicale. J'ai eu les informations il y a une demi-heure au téléphone. Un communiqué commun va sortir. L'intersyndicale à 7 sort bien. Et donc elle appelle à la journée
journée d'action nationale le 14 juin. Vous êtes main dans la main avec Force ouvrière. Tout à fait. Et elle appelle d'ici là à accélérer et à refaire des actions. Et par exemple, nous, dans la profession, et comme les cheminots, on appelle à une journée nationale d'action le 2 juin. C'est pas exactement le son de cloche qu'on a. À la question, mais c'est pas... Vous avez bien y répondre. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Vous mettrez à la table des négociations non, sans problème. La CGT est prête à se rasseoir à la table des négociations à condition qu'on puisse reparler de tout. Parce que nous pensons que la philosophie du texte est mauvaise et que sur le fond... Mais dites-nous en quoi... Alors, sur le fond, c'est intéressant parce qu'on aimerait savoir. Est-ce que vous discutez véritablement aujourd'hui avec Force ouvrière? Parce qu'on a entendu Jean-Claude Mailly hier, il a semblé ouvrir une petite porte. En fait, c'est quoi l'idée? Quel est l'objectif? On discute avec toutes celles et ceux qui Mais pas avec la CGT apparemment depuis 2 mois. Non mais... D'abord, là où je voudrais rétablir une vérité, c'est qu'il y avait 2 articles dans le texte initial du gouvernement qui effectivement n'avaient pas fait l'objet d'une consultation, ce qui a donné l'objet à un second round. Et ces articles-là, en réalité, ont déjà disparu, puisqu'il s'agissait à la fois de la barémisation des prud'hommes et puis de la question du licenciement économique. Ces 2 articles-là n'existent plus. Pour tout le reste, toutes les centrales syndicales ont été consultées par Myriam El Khomri. Non, c'est faux. Écoutez, non, mais c'est faux. Chacun apportera sa vérité, dites-moi ce que vous voulez. On pourra qui vous voudra. On a découvert le texte dans le Parisien. Non. Et donc on a un texte aujourd'hui qui n'est pas le texte originel, un texte qui a été beaucoup amendé, 800 amendements qui ont été intégrés par le gouvernement à cette première étape. La discussion parlementaire n'est pas achevée, on va continuer à discuter. Et toutes celles et ceux qui veulent discuter avec nous sont les bienvenus. Maintenant, si la CGT nous dit, nous on vient seulement si vous retirez le texte, alors ça ne s'appelle pas négocier, ça s'appelle simplement de vouloir obtenir une reddition. Ça, vous n'obtiendrez pas. C'est pas négocier, oui, c'est renoncer, non. Donc il est possible d'avancer à une condition, c'est que vous reconnaissiez, même y compris quand même, ce qui est formidable, c'est que... Mais laissez-moi finir, je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Il existe dans ce texte, par exemple, le compte personnel d'activité, qui donne naissance à cette revendication qui a été portée pendant plusieurs décennies par la CGT, qui est... Sans doute, mais oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que vous nous dites à longueur d'émission que ce texte ne vaut rien, que ce texte est un texte qui est antisocial, que c'est un texte qui mérite d'être retiré. Or, ce que vous avez retiré, c'est des droits nouveaux pour les salariés que vous avez vous-même revendiqués, c'est des droits pour les femmes qui ont accouché et qui seront protégées plus longtemps après leur accouchement, c'est des droits nouveaux pour les salariés pour le droit à la déconnexion, c'est des droits nouveaux qui sont accordés pour les personnes qui malheureusement perdent un proche. C'est ça qu'ils ont été en texte. L'idée cet après-midi, je finis juste d'un mot. Moi je veux bien pas vous interrompre, mais il faut que je puisse parler aussi. Mais je finis juste. Parce que sinon ça va poser un problème. Si vous avez lu aujourd'hui le journal Le Monde, où on lit en fait que les patrons des entreprises franchisées sont vent debout contre le texte tel qu'il est dans sa version actuelle, parce qu'il donne des droits aux salariés qu'ils n'avaient pas auparavant. Et c'est contre ce texte-là que vous vous élevez. Et là je dis non, c'est pas ça la gauche. La gauche c'est quand même de conquérir de nouveaux droits et d'avancer, pas sans cesse de reculer et de résister à des chimères. Allez expliquer ça à vos petits camarades députés. Vous n'avez même pas trouvé une majorité pour le faire voter. Donc c'est quand même extraordinaire qu'un texte si bon que ça, vous soyez obligé d'utiliser le 49.3 pour le faire passer. Parce que nous pensons... Parce qu'ils n'ont pas compris. Donc vous allez encore continuer à leur expliquer. Et puis ils n'auront toujours pas compris. On va arriver à une situation de blocage. Nous pensons que la philosophie du texte, elle est mauvaise. Sur le fond, moi je pense... Mais qu'est-ce qui est mauvais? Parce qu'on dit toujours la philosophie est mauvaise. Qu'est-ce qui est mauvais? Je vais revenir plus précisément après en détail. Mais sur le fond, moi je pense que c'est un texte qui essaye de gagner sur le coût du travail. On est toujours dans cette même philosophie, c'est-à-dire dans la philosophie que ça serait le travail qui coûterait trop cher aux entreprises et qui plombe l'économie. Or nous, à la CGT, on pense vraiment que c'est une erreur d'analyse. Le travail, c'est pas un coût, c'est une richesse. Ce qui coûte beaucoup à notre économie, c'est le coût du capital. On a augmenté ce qu'on a donné depuis 30 ans par 20 ce qu'on donne aux dividendes, aux actionnaires. Et c'est ça le problème de fond. Et dans ce texte... Parlez-nous du texte de la loi. Et dans le texte de la loi... Si, parce que je pense que c'est la philosophie par rapport au paiement des heures supplémentaires, par rapport à la déstructuration du temps de travail, par rapport à toutes ces choses-là qui sont dans le texte de loi, par rapport au licenciement économique. Bien sûr que si. Licenciement économique, il y a plus d'articles. C'est quand même extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Quand les routiers se mettent en grève, on leur dit « Mais c'est pas un problème, les heures supplémentaires, ça vous touche pas. » Une semaine après, le ministre leur fait une lettre. Effectivement, ça vous touche parce qu'ils avaient calculé. Ils sont pas si stupides que ça. Mais non, ils n'ont pas calculé. Ils avaient calculé. Mais non, mais ne dites pas que c'est pas vrai. Les routiers ont calculé que ça leur faisait 1200 € particulier. Laissez-moi finir parce que du coup, laissez-moi terminer. Mais rapidement, parce que là, le temps passe. Ils ont calculé
calculé que ça leur ferait 1200 € de moins sur leur paye annuelle. Et donc le ministre l'a reconnu et leur envoie une lettre pour leur dire qu'il y aurait une dérogation. Alors, votre réponse, une dernière question à chacun. C'est bien de pas déformer, parce que je passe à du ministre. Mais non, le ministre, il a reconnu qu'il y avait une ambiguïté qui pouvait nourrir une inquiétude, et donc il a précisé les choses en disant que la dérogation, mais moi aussi je l'ai, et la dérogation, elle est maintenue. Voilà ce qu'il a dit. Et par ailleurs, de laisser penser que tous les salariés verront leurs heures supplémentaires baisser, c'est pas vrai. Il faut un accord majoritaire, même si cette partie-là du texte, pour moi, est une partie qui est effectivement une partie qui n'est pas forcément nécessaire. Excusez-moi, mais en fait, c'est pas ce que dit le texte aujourd'hui. J'ai une dernière question à chacun. Marie-Claire Caïto, on voit quand même que malgré tout cette grève générale que Philippe Martinez appelle de ses voeux. Généraliser la grève. Oui, mais enfin bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de succès. En revanche, ça se radicalise. Ça se radicalise avec des violences. Vous avez vu, hôtel de police de Bordeaux attaqué aujourd'hui par des casseurs, des arrestations, 77 interpellations dans toute la France, etc. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Vous condamnez ces violences? Non, mais bien évidemment, bien évidemment. Moi, j'étais à la manifestation cet après-midi, c'est pas nous qui cassons. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. D'ailleurs, ça, j'aimerais bien savoir précisément avec la police qui sont ces casseurs. Mais je veux dire, la grève, enfin, l'action a été très massive aujourd'hui. Enfin, dans notre secteur, quand même, 19 centrales nucléaires qui appellent à la grève, des actions très fortes. Il va y avoir des coupures de courant, puisque vous Il y a eu des coupures de courant déjà aujourd'hui. La France va être dans le noir? La France ne sera pas dans le noir, mais il y a eu des coupures de courant dues au réseau de distribution et au réseau de transport d'électricité. Donc il s'est passé énormément de choses dans le pays et je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Il faudrait que le gouvernement l'entende. Olivier, une dernière question. Il y a l'euro dans 15 jours à peu près, un peu plus maintenant. À quel moment il va falloir céder véritablement pour que la France retrouve un visage correct? Parce que vous avez vu, on en a parlé autant sur le regard qu'on porte sur la France aujourd'hui depuis l'étranger, les investissements, enfin c'est un peu panique à bord. Donc jusqu'à quand? Ce que je crois, c'est qu'il faut que chacun soit suffisamment responsable pour effectivement ne pas gâcher la fête et ne pas coûter aussi cher à un pays qui attend cet événement depuis longtemps. Mais je voudrais quand même dire une chose à madame. D'un mot. D'un mot. C'est quand même qu'aujourd'hui, vous n'avez pas su nous expliquer vraiment quelles étaient les vraies menaces du texte El Khomri. Et donc vous criez au loup. Mais quand le loup sera vraiment dans la bergerie, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez quand le loup sera vraiment là? Qu'est-ce que vous pourrez dire? Et vous prendrez quoi? Vous prendrez les armes? Donc c'est là où il y a un problème. C'est que moi je suis pour le droit de grève. Je suis même y compris pour les blocages. Mais non, la peste et le choléra. Je sais pas. Je dis simplement que le blocage, pourquoi pas? Mais simplement, il faut que ce soit une réponse proportionnée à une menace. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, malheureusement pas. Merci à tous les deux, Marie-Claire Caïto. Merci Olivier Faure d'être venu débattre sur ce plateau. On se retrouve dans un petit instant avec Emmanuel Le Chypre et Anna Cabana, nos invités.